Je suis Franck Demarque, je vais partager avec vous ma connaissance et mon expérience de la technique du vide. Aujourd'hui, pour ce premier cours, nous allons exprimer la pression exercée par un gaz parfait à l'équilibre thermodynamique. Généralement, la pression est définie comme le rapport d'une force appliquée à une surface. On dit que P est égal à F sur S. En mécanique, la pression est définie par P est égal à D de F sur ds. Cela permet de ne considérer que la composante normale D de F, c'est-à-dire la composante perpendiculaire, à la force appliquée sur une surface élémentaire, D de S. C'est une notion de physique fondamentale. Nous allons commencer par prendre un premier exemple simple sur un solide statique. Cet objet de masse m, exprimé en kg, va exercer sur la surface S, exprimée en mètres carrés, une pression. La force est due dans ce cas à l'attraction terrestre, c'est-à-dire la gravité. C'est le produit de la masse par la gravité. Somme des forces est égale à masse par accélération. Ici, l'accélération, c'est la gravité. Nous venons de définir la pression en fonction de la force pressante mg divisée par la surface. Elle est exprimée en pascal, c'est-à-dire 1 newton par mètre carré. Retenons bien que c'est un scalaire, ce n'est pas un vecteur, au même titre que la masse ou la température. La pression s'exerce toujours perpendiculairement à la surface. C'est une grandeur intensive, elle n'est pas proportionnelle à sa quantité. Voyons maintenant comment appliquer cette loi à un fluide, gaz ou liquide. La pression exercée par un gaz est due aux collisions sur les parois. Par exemple, l'air atmosphérique exerce sur chaque centimètre carré de notre peau une force de 10 newtons, ce qui représente près d'1,5 tonne sur notre cage thoracique. Nous ne nous apercevons pas, car elle est équilibrée et compensée par la force exercée par l'air contenu dans nos poumons. Ceci a été expliqué sur une précédente vidéo d'introduction que vous pouvez retrouver sur le site internet. Alors on imagine facilement que les molécules ne vont pas toutes exercer la même pression. Pourquoi? Elles ont des masses différentes, des vitesses différentes, mais elles ont aussi des propriétés différentes, qu'elles soient chimiques, magnétiques, électriques. Il est donc assez complexe d'appliquer cette formule à des molécules. C'est pourquoi il est nécessaire de simplifier. Pour simplifier, nous allons nous mettre dans le cas particulier d'un gaz parfait. Un gaz parfait, c'est quoi? Eh bien d'abord, c'est un gaz qui est considéré que pour des basses pressions. On va parler du vide et autour de la pression atmosphérique. Voilà. Dans ce cas, on néglige les interactions entre les molécules et on considère que la taille des molécules est très petite face aux autres dimensions et notamment la distance qui sépare chaque molécule. Alors dans ce cas, les molécules, elles exercent au moment du choc chacune une force sur la paroi du récipient. Cette force se traduit donc par une pression. On va pouvoir caractériser cette pression et on en fera la somme. On dira que la pression totale est égale à la somme des pressions partielles. Alors on peut utiliser la loi de Dalton pour faire ça. Donc nous allons étudier la pression à l'intérieur d'un récipient à une échelle macroscopique. C'est-à-dire qu'on va considérer la pression exercée par une particule et on va la globaliser sur un ensemble, ça nous donnera la pression à l'intérieur du récipient. Alors comment procéder? On va parler de théorie cinétique des gaz. Alors ça fait souvent pour ça quelque chose de compliqué. Eh bien c'est un modèle physique et mathématique qui permet de décrire les propriétés macroscopiques, c'est-à-dire ce qui caractérise le comportement collectif d'un ensemble de molécules en très grand nombre. Donc il faut pour ça générer des hypothèses qui vont nous permettre de faciliter la compréhension et le calcul. Alors, la première des hypothèses, nous venons d'en parler, elle est structurale, c'est-à-dire que la taille des molécules est très inférieure aux dimensions, notamment celles qui séparent les molécules entre elles, mais aussi de l'enceinte. La deuxième, l'interactivité. On va là aussi dire qu'il n'y a pas d'interaction, on va les négliger entre les molécules et on va considérer les molécules comme ponctuelles et on va s'occuper que des chocs de ces molécules avec les parois du récipient.
Enfin, on va parler de chaos moléculaire décrit par Boltzmann, qui permet de dissocier les molécules entre elles. Et on va dire qu'elles sont à l'équilibre thermodynamique, c'est-à-dire que la température et la pression va rester constante pendant toute la durée de l'observation. Alors ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des vitesses des molécules qui vont supposer être constantes. Elles vont aussi être isotropiques. Les chocs vont être parfaitement élastiques. Donc la densité des particules étant constante, il y aura conservation de la quantité de mouvement. Enfin, il y a homogénéité des variables intensives. On a vu que ce sont des variables qui ne changent pas, quelle que soit la quantité considérée. Ce qui va nous permettre d'étendre ce qu'on va observer localement à l'ensemble. Isolons une molécule dans un récipient et voyons ce qui se passe. L'isotropie des vitesses que nous avons émis en hypothèse se traduit par l'équivalence entre les réactions. Alors ça veut dire quoi? On en a la preuve, si vous faites une petite expérience en gonflant un ballon, vous apercevez qu'il est rond. Ce qui veut dire qu'il y a autant de molécules qui vont à droite qu'à gauche, qu'en haut qu'en bas, en avant ou en arrière. Alors dans notre cas ici précis, il n'y aura qu'une seule direction qui va permettre à la molécule d'aller vers le mur. Donc, une chance sur 6 au total. On peut aussi dire que de la quantité n molécules d'un ensemble, seul n sur 6 se dirige vers chacune des 6 directions d'espace et contribue à la pression en exerçant une force à chaque choc sur cette surface. Alors maintenant que nous avons vu que seul un sixième des molécules arrive sur la surface, essayons de déterminer quel est le nombre de molécules qui vont frapper à la surface S pendant un court instant delta t. On va préalablement déterminer la densité de molécules par unité de volume. NV, c'est le nombre total de molécules divisé par le volume total de l'enceinte. D'accord? Ces molécules ont une vitesse, toute la même, on l'a mis en hypothèse, et elles se dirigent vers la surface. En fonction de leur vitesse et du temps delta t, elles auront ou pas le temps d'atteindre la surface. La distance parcourue par chaque molécule pendant le temps delta t, ça sera v delta t, la vitesse par le temps. Donc seules les molécules se trouvant à l'intérieur de ce volume, v delta t s, vont toucher la surface. Il suffit donc de multiplier la densité volumique par le volume et on trouve le nombre de chocs par unité de temps delta t. Donc le nombre de chocs est au total 1/6 de la densité de molécules qu'on multiplie le volume étant SV delta t. Voilà, nous avons vu le nombre de chocs. Voyons maintenant ce qui se passe au niveau mécanique à chaque choc. On sait que la somme des forces, c'est la masse par l'accélération, loi Newton. C'est aussi l'accélération, c'est aussi la variation de la vitesse par le temps. On peut dire donc c'est la variation de la masse qui multiplie la vitesse par le temps. Un facteur physique qu'on va appeler P. Et P, c'est la quantité de mouvement. C'est la définition de la quantité de mouvement, c'est le produit de la masse par la vitesse. À ne pas confondre avec la pression. Le P de la pression ce n'est pas un vecteur, donc il n'a pas de flèche. Par contre, là, la quantité de mouvement, ça a une flèche. La quantité de mouvement initiale, c'est mvi. La molécule se dirige vers la paroi, on rebondit et repart avec la même vitesse, mais en sens opposé. Donc la quantité de mouvement finale, c'est mvf. On a vf qui est égal à moins vi, vu qu'ils sont de même norme, mais opposés. Si on prend le e de x comme vecteur unitaire de sens allant vers le mur. Donc la variation de quantité de mouvement, delta p,
c'est la quantité de mouvement finale moins la quantité de mouvement initiale. Alors pour ce qui est de la molécule, on met le M en facteur et on obtient VF moins VI. Avec VF est égal à moins VI, on trouve moins 2mV E de X pour expliquer dans quel repère on travaille. Pour ce qui est de la paroi, eh bien c'est l'inverse, donc c'est moins delta P de la molécule, donc ça fait 2mV E de X. Alors c'est exprimé en quoi? En kilogrammes pour la masse, mètres par seconde pour la vitesse. Nous venons de calculer le nombre de particules qui atteignent la surface par unité de temps delta T. Et nous avons calculé la variation de quantité de mouvement à chaque choc. Donc la variation totale de quantité de mouvement subie par la surface S, c'est donc le nombre de chocs multiplié par la variation de quantité de mouvement à chaque choc. Alors, le nombre de chocs, on a vu que c'était un sixième de la densité moléculaire fois le volume. Et la variation de quantité de mouvement, c'est 2mV. En simplifiant tout ça, nous trouvons un tiers de la densité de molécule, mv carré. Alors, je me suis permis de retirer le vecteur sur la vitesse, j'en ai gardé que la norme, mais je garde bien le E de x qui me permet de garder une homogénéité déjà au niveau de ma formule, et ce qui me permet aussi d'indiquer que c'est dans un repère et dont le vecteur unitaire est E de x. La force F, c'est la différentielle des ds sur dt, qui, dans notre cas d'étude macroscopique, peut s'écrire delta P sur delta T. Delta P sur delta T, le delta T disparaît. Ce qui fait dire que la force subie par la surface, c'est un tiers de nmv carré S E de x. Or, P, par définition, c'est la force divisée par la surface sur laquelle elle s'applique. Je ne garde que la norme de mon vecteur force, donc j'obtiens à la fin un tiers de nmv carré. Le S disparaît parce qu'on divise par la surface. Et bien voilà ce que l'on définit comme pression cinétique, utilisée notamment en technique du vide, pour un gaz parfait. Et bien on voit donc qu'elle varie selon la densité de molécule, proportionnellement. Elle varie selon la masse, proportionnellement, et selon la vitesse au carré, que l'on appellera vitesse quadratique moyenne. Nous verrons dans une prochaine vidéo pourquoi. Donc voilà, rappelons que la pression s'exprime en pascal, et qu'un pascal, c'est 1 newton par mètre carré. Si on remplace le newton par 1 kg mètre par seconde carré, on peut retrouver et vérifier que l'équation des dimensions est bien respectée. Alors je vous laisserai faire ça tranquillement. Vous verrez, ça fonctionne. On a bien maintenant déterminé ce qu'était la pression cinétique pour un gaz dans des conditions de basse pression. Et bien voilà, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. Bon, c'est vrai que ça fait appel à des mathématiques. Repassez-vous cette vidéo, vous verrez que la plupart des choses sont expliquées. Alors si vous avez des petites ignorances ou des interrogations, notamment au niveau des termes utilisés ou des mathématiques, là, je vous invite à parcourir le web, vous trouverez toutes les solutions. Et si vous avez des questions par contre spécifiques sur l'application de cette formule ou sur mes explications, n'hésitez pas à venir m'interroger sur mon site web xfds.eu ou .fr, et je me ferai un plaisir de vous répondre. À très bientôt.